7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour David Engels. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On espère que vous allez bien. Oui, très bien, excellent. Merci pour l'invitation. Alors ces dernières semaines, la Slovaquie a été secouée par des manifestations de grande ampleur contre le gouvernement du Premier ministre Robert Fico. Plus de 60 000 manifestants ont défilé à Bratislava et jusqu'à 100 000 dans tout le pays, dénonçant sa politique étrangère et son refus de soutenir militairement l'Ukraine. Son rapprochement apparent avec la Russie, notamment après sa rencontre avec Vladimir Poutine en décembre 2024, a renforcé les accusations de basculement vers l'orbite du Kremlin, bien que Fico ait jusque-là soutenu les décisions majoritaire de l'Union européenne sur l'Ukraine. Alors pourquoi s'intéresser à cette affaire depuis la France, David Engels ? Oui, tout à fait. Eh bien, depuis plusieurs mois, un certain schéma de contestation politique semble se répéter à l'est de l'Europe. En Géorgie, en Roumanie et en Slovaquie, des manifestations de grande ampleur ont éclaté contre des gouvernements élus démocratiquement, accusés par leurs opposants d'être trop proches de la Russie ou d'adopter une ligne politique contraire aux intérêts des élites libérales occidentales. Ces mobilisations ne sont pas de simples réactions populaires spontanées. Elles s'inscrivent dans un phénomène plus large où des gouvernements jugés non conformes aux attentes de Bruxelles, de Berlin ou de Washington sont systématiquement affaiblis par des campagnes médiatiques, des pressions diplomatiques et des mouvements de rue soigneusement entretenus. Ce modèle rappelle forcément les révolutions de couleur du début des années 2000, où les mobilisations populaires étaient soutenues par des ONG, des réseaux influents, pour renverser des dirigeants perçus comme déviants par rapport au consensus occidental. Aujourd'hui, ces stratégies évoluent. Il ne s'agit plus seulement de provoquer des changements de régime, mais aussi de délégitimer les processus électoraux eux-mêmes. L'accusation d'ingérence étrangère, en particulier russe, est de plus en plus utilisée pour contester la validité des élections et justifier l'éviction de gouvernements pourtant élus dans les règles démocratiques. Et cette tendance est particulièrement inquiétante. Si chaque scrutin aboutissant à un résultat non conforme aux attentes des élites est remis en cause, sous prétexte d'influence extérieure, c'est l'ensemble du principe démocratique qui vacille. Jusqu'où ira cette dynamique et quelles conséquences aura-t-elle sur la stabilité politique dans l'entièreté de l'Europe ? En effet, mais alors David, que se passe-t-il plus précisément en Slovaquie ? Eh bien, le retour au pouvoir de Fico en 2023 a marqué une rupture avec les précédents gouvernements slovaques de tendance plutôt libérale. Son administration a réduit l'implication de la Slovaquie dans l'OTAN et remis en question l'orientation politique de l'Union européenne, s'alignant davantage sur la Hongrie de Viktor Orban. Son opposition considère cette politique comme une trahison des valeurs européennes, tandis que Fico invoque la dépendance énergétique slovaque à la Russie comme justification de sa prudence dans le conflit ukrainien. Et les tensions en Slovaquie ne se limitent pas à une opposition interne. Elles reflètent un clivage géopolitique plus large entre souverainistes et intégration européenne. Les médias occidentaux et l'Union européenne, évidemment, présentent Fico comme une menace illibérale dans la lignée d'Orban en Hongrie et auparavant du PiS en Pologne. Dès lors, pas étonnant que les manifestations en question rappellent assez exactement les révolutions de couleur, comme le Maïdan en Ukraine en 2014 ou les récents troubles en Géorgie et en Roumanie, toutes soutenues par les médias, ONG, réseaux financiers occidentaux. Difficile de croire en une totale coïncidence. Bien sûr, il est difficile de prouver une orchestration étrangère directe, mais l'influence d'ONG comme la Open Society Foundation, qui finance des mouvements soi-disant démocratiques, libéraux et progressistes en Europe centrale, est un facteur clé. De même, les services de renseignement occidentaux ont historiquement, régulièrement tenté d'influencer les régimes qui ne correspondent pas à leurs intérêts stratégiques, menant ainsi une lutte d'influence sourde contre la Russie et de plus en plus d'ailleurs aussi la Chine. Fico a d'ailleurs cité le service secret slovaque pour affirmer que plusieurs organisations de protestation étaient financées par des réseaux étrangers. Déclaration dont la crédibilité se trouve renforcée par les critiques constantes de l'Union européenne contre son gouvernement et notamment par l'attentat contre lui le 15 mai 2024. La rapidité avec laquelle l'opposition a tenté un coup d'État parlementaire
pose d'ailleurs également la question de savoir si ces manifestations sont véritablement spontanées ou plutôt soigneusement orchestrées pour renverser Fico sous couvert de démocratisation. Et est-ce que l'évolution politique à Washington pourrait jouer un rôle majeur aussi, David Engels? Très certainement, car avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les conservateurs européens, y compris Fico et Orban, bénéficient désormais d'un regain de soutien. Trump, critique de longue date de l'Union européenne et de figures comme Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Angela Merkel ou Olaf Scholz, semble prêt à renforcer les mouvements conservateurs alignés sur son programme. Face à cette nouvelle dynamique, les élites libérales européennes pourraient chercher à neutraliser le plus rapidement possible leurs principaux opposants avant qu'il ne soit trop tard. Et Fico étant une cible prioritaire avant un éventuel assaut contre Orban lui-même. Et pourquoi alors s'intéresser à ce genre d'événements depuis la France ou le reste de l'Europe? Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment un risque d'exportation de ces procédés outre la Hongrie? Oui, je le crois. Et au menu, l'Allemagne. Et qui sait, peut-être aussi la France. Ainsi, l'annulation des élections roumaines en 2024 a marqué un tournant inquiétant. Pour la première fois dans l'histoire récente de l'Union européenne, un scrutin démocratique avait été invalidé sous prétexte d'irrégularité et d'ingérence étrangère présumée. Ce précédent ouvre la voie à une possible remise en cause d'autres résultats électoraux, notamment en Allemagne, où les partis populistes dépassent désormais largement les 20% d'intention de vote. L'ex-commissaire européen Thierry Breton avait d'ailleurs récemment évoqué très ouvertement l'idée d'une annulation et d'une répétition des élections allemandes dans quelques semaines, si ces tendances se confirmaient, sous couvert évidemment de préserver la démocratie contre des ingérences étrangères. Ce ne serait pas d'ailleurs une première en Allemagne. En 2020, l'élection du ministre-président du Land de Thuringe, l'AfD avait joué un rôle décisif, avait été purement et simplement annulée sous pression d'Angela Merkel et répétée une seconde fois afin d'aboutir aux résultats escomptés. Et ce qui est possible en Allemagne le sera sans doute aussi en France. D'ailleurs, la Russie n'est plus seule à être accusée de manipulation électorale. Elon Musk, via son contrôle de Twitter X, est également pointé du doigt pour avoir permis une trop grande liberté d'expression supposément favorable aux populistes. Dans ce contexte, l'idée que des élections ne sont valides que si elles aboutissent aux bons résultats devient une menace croissante pour la démocratie européenne. Comme je le mentionnais au début de mon intervention, la crise slovaque illustre donc une tendance plus large, la transformation de la démocratie occidentale en un champ de bataille idéologique assez sale. La guerre en Ukraine et la lutte contre le populisme sont devenues des justifications pour contourner l'état de droit et redéfinir les règles de la gouvernance et ainsi même les élections autrement perçues comme l'expression de la volonté populaire, deviennent le point de départ de luttes prolongées entre élites dirigeantes et challengers populistes. Ce phénomène dépasse donc largement la Slovaquie et met en lumière une crise de légitimité qui touche l'ensemble des démocraties occidentales. Lorsque les institutions et les médias perdent la confiance du public et que chaque élection devient contestée, la notion de gouvernance elle-même s'affaiblit. Que l'on soutienne Fico ou non, son maintien au pouvoir représente un moment clé dans la confrontation entre le nationalisme populiste et l'ordre libéral établi. La crise en Slovaquie est donc loin d'être terminée. Avec l'application accrue de Trump dans les affaires européennes, nous pourrions être aux prémices d'une nouvelle bataille idéologique pour l'avenir du continent entier. Une bataille d'ailleurs sans aucun respect des règles. Il faut bien s'y attendre. Merci David Engels pour cette chronique. Alors il nous reste 3 minutes. Question vaste, mais allons-y. Est-ce que vous croyez encore en la démocratie pour sauver l'Europe ? Pour la démocratie, il faut deux choses. Il faut d'un côté des institutions, et ces institutions-là, actuellement, elles sont profondément viciées, à la fois par la complexité de ces structures, à la fois par l'existence d'institutions internationales qui, elles aussi, ont la possibilité de casser des décisions nationales. On le voit régulièrement dans l'Union européenne. Donc ces institutions, elles sont viciées, elles sont de plus en plus inopérantes d'ailleurs et inefficaces face aux crises
crises auxquelles nous, on doit faire face et qu'on ne peut pas régler tout simplement à coup d'une loi ou d'une autre, notamment des crises comme la compétition chinoise, la démographie, l'immigration de masse, les problèmes d'intégration, la désindustrialisation, etc., etc. Tout ça est beaucoup trop complexe de mon point de vue, en tout cas pour être résolu avec les moyens habituels. Et puis l'autre chose qu'il faut pour qu'une démocratie fonctionne, c'est des citoyens qui sont plus ou moins responsables, qui comprennent de quoi il s'agit, qui savent se projeter dans le futur et qui ont un certain sens de la solidarité. Et là aussi, désormais, à la fois avec le clivage social, avec l'infantilisation des citoyens, le manque flagrant, malheureusement, de culture générale, le manque de responsabilité par rapport au futur, et puis surtout l'immense fragmentation de notre population suite à l'immigration de masse, fait en sorte que ce peuple sur lequel devrait reposer une démocratie, tel quel, il n'existe plus, tel qu'il a pu peut-être exister une cinquantaine d'années. Donc, il ne faut non seulement refaire les institutions démocratiques pour les adapter à la réalité aujourd'hui, mais il faut, pour ainsi dire, refaire un peuple, refaire une nation, refaire un peuple européen et pas seulement français. Et ça, c'est un immense challenge. Donc, de ce point de vue, je serais fort sceptique avant de répondre oui à votre question. Merci David Engels pour cette réponse et on vous réinvitera pour parler de la façon dont on pourrait refaire un peuple. Merci et à la semaine prochaine David Engels. À la semaine prochaine, au revoir.